En manchette ce soir, la réduction du seuil d'immigration préoccupe des entreprises de la région. Elles craignent de perdre des contrats et de devoir réduire leur production. C'est très majeur comme décision et un impact assurément négatif. Sur 5 de nos entreprises, il y en aurait peut-être 3 à 4 qui fermeraient si on n'avait pas ces gens-là. Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue fait le point sur les défis de la région. Retour sur le repêchage 2025 des Huskies et des Foreurs. Et des jeunes entrepreneurs ont de grandes idées à la SAR. Se créer un réseau d'amis. Des fois, l'année suivante, mais ils font des choses ensemble en commun. Je suis contente qu'il va embarquer là-dedans. C'est mon meilleur ami, puis on s'entend très bien. Fait que travailler ensemble, c'est vraiment une bonne affaire. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi soir. Bienvenue au TVA 18h. Alors que Québec a confirmé récemment qu'il réduira le nombre d'immigrants permanents et temporaires sur son territoire, la décision pourrait avoir des conséquences sur la main-d'œuvre d'entreprises dans la région. Alexis Dumont fait le point. Ce qui était adéquat il y a 10 ans, il y a 5 ans, est plus nécessairement adéquat aujourd'hui. Une décision du gouvernement Legault qui ne fait pas l'unanimité dans la région. Les conséquences pourraient être majeures pour certaines entreprises. Pour nous, c'est vraiment, on va dire, désastreux là, de penser qu'ils vont couper vraiment là-dessus. C'est très majeur comme décision et un impact assurément négatif. Les chambres de commerce craignent que cette diminution du seuil migratoire affecte négativement plusieurs entreprises du territoire. C'est très important de pouvoir continuer à les avoir avec nous. Il y a plusieurs entreprises en région qui dépendent de ces travailleurs-là. Et puis, les règles doivent être maintenues pour les régions. Ces ressources-là qui sont spécialisées, implantées, ont déjà un rôle prédéfini où ceux qui s'en venaient aider une entreprise à continuer de prospérer et d'avoir une bonne compétitivité. C'est le cas de l'entreprise Beau Séjour située dans la vallée de l'Or, alors qu'une grande partie de leur effectif dépend de l'immigration. On offre un service qui est essentiel. On était donc bien important pendant la pandémie. Il fallait être là, il fallait vraiment rester ouvert pour être capable d'offrir un minimum de services à la population. Mais après, une fois qu'ils ont moins besoin de nous, c'est arrangez-vous et essayez de recruter des Québécois qui veulent plus travailler dans des commerces comme ça. D'avoir recours au recrutement à l'international nous permet de garder ce service-là à la communauté valdorienne, de pouvoir être ouvert à des heures plus que du 8 à 4 du lundi au vendredi seulement. Le gouvernement mentionne cependant que ces réductions seront principalement concentrées dans les grands centres. Donc, il y a une réduction du nombre, en nombre absolu, de travailleurs étrangers temporaires. C'est ce qu'on met au jeu sur 4 ans. Puis on pense que la réduction devrait vraiment se concentrer dans la région de Montréal et Laval. Maintenant, on va écouter ce que les groupes ont à nous dire. L'objectif de la CAQ serait de réduire jusqu'à 25 000 le nombre d'immigrants d'ici l'an prochain. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Et toujours en politique, la période des travaux parlementaires a pris fin à Québec. Entre les nombreux rebondissements dans le dossier de l'hôpital d'Amos, le déficit annuel majeur pour la région et même les sorties publiques de certains députés, le ministre Jean Boulet dit avoir été occupé à défendre les enjeux de l'Abitibi-Témiscamingue dernièrement. Voici l'entrevue que j'ai pu réaliser avec lui. Si vous aviez un enjeu ou une chose à nous nommer sur laquelle vous avez travaillé pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce serait quoi? Évidemment, il y a l'environnement, il y a la santé, il y a la culture, il y a la justice avec le palais de justice de Rouyn-Noranda. Il y a plusieurs dossiers. En fait, j'aime pas dire il y a un dossier au détriment des autres. Il y en a un qui me tient constamment occupé. Évidemment, c'est le bloc opératoire, les soins intensifs, l'urgence à Amos. C'est dû depuis longtemps. On a besoin d'investissement. Et ça, avec Suzanne, avec Pierre, puis avec Daniel, on a travaillé fort auprès de mon collègue à la santé, auprès de mes collègues du Conseil des ministres, pour s'assurer que le dossier d'affaires demeure le plus actif possible. Monsieur Boulay, parlons-en des finances publiques. Il y a quelques semaines, on apprenait dans un rapport que l'Abitibi-Témiscamingue avait un déficit entre 666 et 822 millions de dollars. Bon, il y a des préfets qui sont sortis publiquement pour dire que l'Abitibi-Témiscamingue ne recevait pas ses justes parts des fonds publics. Vous pensez qu'il y a du rattrapage à faire pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Quand on a annoncé au mois de mai les investissements routiers pour
pour les routes puis pour les installations aéroportuaires, je l'ai mentionné qu'on était dans le contexte d'une stratégie de rattrapage. Ceci dit, dans le PQI 2025-2035, on a un peu plus de 3 milliards, ce qui représente à peu près 2 un peu plus que 2 du Programme québécois des infrastructures. C'est une belle avancée, mais ça nous démontre ultimement qu'il faut continuer à travailler en collaboration, il faut pousser. En terminant, M. Boulay, on a appris aussi il y a quelque temps que le député Daniel Bernard a déménagé en Estrie. Bon, il y a aussi des oui-dire que le député Pierre Dufault pourrait aussi se présenter à la mairie de Val-d'Or. Quel message est-ce que ça envoie à la région de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est des messages que moi je respecte, c'est des décisions purement personnelles. Dans le cas de Daniel de déménager, il a invoqué des raisons familiales. Dans le cas de Pierre, évidemment, on vit dans une démocratie, chacune a le droit de déterminer son parcours ou son orientation. Évidemment, je suis conscient qu'on aimerait mieux avoir quelqu'un qui vit là, qui est originaire de la région de Rouyn-Noranda, d'Amos ou de Val-d'Or, mais venant de la Mauricie, il y a beaucoup de similitudes entre les régions. Puis les défis, j'ai tenté de me les approprier du mieux possible et je vais continuer de tenter de les relever avec tous ceux et celles qui ont une bonne volonté et une détermination dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et un homme a été gravement blessé samedi après que sa motomarine soit entrée en collision avec un bateau de type ponton au lac Kanasuta de Rouyn-Noranda. Le conducteur de la motomarine faisait des manœuvres dangereuses pour arroser le ponton avant de se retrouver sous le bateau. Il a été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures graves. Et selon la Sûreté du Québec, les policiers avaient des raisons de croire que l'homme aurait conduit avec les facultés affaiblies par l'alcool. Le corps de police poursuit donc son enquête et attend les résultats d'un prélèvement sanguin avant de savoir si des accusations pourraient être portées contre lui. On ne craint pas pour la vie de l'homme dans la trentaine. Les passagers du ponton n'ont pas été blessés. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Connaissez-vous les règles de sécurité sur les plans d'eau? » Vous avez répondu oui à 83 %. Et on revient sur ce cycliste qui a été happé à Rouyn-Noranda vendredi dernier. Aucune accusation n'a encore été portée contre la conductrice de 22 ans. Les policiers avaient des raisons de croire qu'elle aurait pu conduire avec les facultés affaiblies. La Sûreté du Québec est donc en attente des résultats des prélèvements sanguins et poursuit son enquête. La suspecte a donc été relâchée sous promesse de comparaître. Et quant au cycliste, il repose toujours dans un état critique et est soigné dans un centre hospitalier de Montréal. Et ensuite, la Journée des petits entrepreneurs a pris d'assaut samedi dernier le Salon régional de l'enfance à La Sarre. Pour une première fois, les deux événements étaient regroupés sous le toit de l'aréna Nicolotto. Pour une affluence record, William Maillé y était. Avec des kiosques de vente de desserts, de bracelets, colliers, bagues et évidemment un de limonade, ils ne sont pas moins de 75 petits entrepreneurs à faire leur premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat à La Sarre. Elle m'aide vraiment beaucoup. Elle m'aide à acheter des affaires. Elle fait la limonade avec moi, elle calcule tout. Je l'aide, je l'enligne sans trop tout y montrer quoi faire, mais en gardant ses idées à lui. Là, c'est le fun. À chaque année, il investit aussi. Avec l'argent qu'il fait, il a acheté un presse citron. Fait que, tu sais, comme il investit dans sa petite entreprise. Certaines petites entreprises sortent tout de même de l'ordinaire, comme Plutch et Splatch. Léon et Jérôme fabriquent des porte-clés flottants faits avec des bouchons de liage et un jeu de pêche aimanté. J'aurais jamais arrivé sans Jérôme là, à tout peinturer les poissons. Je suis contente qu'il m'ait embarqué là-dedans. C'est mon meilleur ami. Puis on s'entend très bien, fait que travailler ensemble, c'est vraiment une bonne affaire. Développer leur confiance en eux est l'un des atouts aussi de cette journée. Réseauter aussi entre les jeunes, se créer un réseau d'amis. Des fois,
l'année suivante, bon, mais ils font des choses ensemble en commun. Et pour une première fois cette année, la Journée des petits entrepreneurs s'est jointe au Salon régional de l'enfance. Situés les deux dans l'aréna Nicoloto, certains petits entrepreneurs, comme Émile, ont même la chance d'installer leur kiosque pour tout le week-end avec les plus grands. Ça fait changement, là. Il y a plus de monde, il y a plus de grands, là. Ces deux sœurs, ils ont aussi des kiosques aujourd'hui, là. Moi, je trouve ça super stimulant de voir le projet tout court, pas juste mes enfants, dans le fond, tout le concept au complet, de voir des jeunes qui arrivent avec des produits qui ont fabriqué eux-mêmes puis qui réussissent à vendre. Avec leur profit de la journée, certains petits entrepreneurs ont déjà une petite idée de qu'est-ce qu'ils vont faire. Je vais m'acheter Minecraft. Acheter du matériel pour refaire des projets comme ça, reproduire des trucs de vente pour l'année prochaine. Aussi, on pourrait quand même se gâter. William Maillé, RNC Nouvelles, La Sarre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La saison touristique est lancée au musée École Durand II d'Authier. On vous parle de la programmation tout de suite après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 2 juin, Zoé Petit et Frédéric Gravel ont inauguré le centre sportif Malartic situé au 811 rue Royale. Fruit d'un investissement de plus de 300 000 $, l'établissement offre un accès 24 heures sur 24 à un service de conditionnement physique de proximité et de qualité. Une nouvelle présence qui contribue à revitaliser le centre-ville de Malartic. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. En juin, Val-d'Or vivra un moment fort avec le 50e anniversaire du Centre d'amitié autochtone et 2 événements viendront marquer cette célébration, mettant en lumière la culture et les réussites autochtones. Élise Tessier nous en dit plus. Fierté, culture et célébration seront au cœur du mois de juin à Val-d'Or. Mercredi, le gala Mémé-Gouachi mettra en lumière la réussite de plus de 250 jeunes autochtones. Bien, en fait, le gala de reconnaissance Mémé-Gouachi, c'est un événement important. C'est un événement tapis rouge qui vise à reconnaître les efforts et la persévérance scolaire des élèves et des étudiants autochtones, qu'ils soient au niveau préscolaire, primaire, secondaire, collégial, universitaire ou encore dans des parcours professionnels. C'est un événement important dans la mesure où, présentement, il y a 250 élèves et étudiants qui sont inscrits au gala, à l'édition 2025 du gala, et on a quand même un nombre record de 19 gradués. C'est énorme. Dans moins de 2 semaines, le 21 juin, Val-d'Or célébrera aussi la Journée nationale des peuples autochtones. Le 21 juin, c'est une grande fête à travers le Canada, qui est la fête nationale des peuples autochtones. Et à Val-d'Or, depuis plus de 25 ans, c'est le Centre d'amitié qui est au cœur de l'organisation de cette grande fête des premiers peuples, mais qui est ouverte aussi à l'ensemble de la population. Un moment rassembleur qui prendra place à la place Aniko Eagle avec une programmation riche de traditions, d'art et de musique. C'est de souligner la fierté des peuples autochtones, la richesse, d'être une vitrine pour toute la richesse culturelle des peuples autochtones. Et en même temps, bien, c'est une main tendue, une main d'amitié que les Autochtones tendent vers les Allochtones, les non-autochtones, pour les convier à venir célébrer avec nous. Donc, une opportunité d'échange, de partage, une opportunité de cheminer vers la réconciliation également. Cette journée, tout comme le gala, s'inscrit sous la signature du 50e anniversaire du Centre Amitié Autochtone. Les festivités du 21 juin auront lieu ici, à la place Aniko Eagle, où l'on retrouvera des danses et musiques traditionnelles. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Justine, t'es à Authier parce que c'est le début de la saison touristique en Abitibi-Ouest.
Oui, Camélia, on est là pour le lancement de cette fameuse saison estivale du tourisme et aussi l'École Durand II à Authier célèbre le lancement de sa nouvelle exposition. L'exposition n'avait pas été changée depuis 40 ans. Alors, c'est vraiment spécial ce qui se passe ici aujourd'hui et je suis avec Rachel, la directrice de l'École Durand II. Rachel, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette nouvelle exposition « Revivre les écoles de rang ». Alors, c'est toujours une école authentique. On a voulu conserver le cachet, mais on est venu y ajouter des petites anecdotes, des petites choses un peu technologiques qui vont surprendre, qui vont permettre de mieux découvrir les histoires des écoles de rang de partout au Québec. On a des panneaux extérieurs d'exposition qui vont permettre de découvrir aussi ailleurs au Québec combien d'écoles il y a eu, quel genre d'école était construite, ça date depuis combien d'années. Tu sais, nous, ici, en Abitibi, ça fait pas si longtemps, mais au Québec, c'était beaucoup plus loin que ça les écoles de rang. Donc, on vient, dans le fond, revoir toute l'histoire des écoles de rang au Québec. Et c'est aussi le lancement de la saison touristique. Quelles sont les nouveautés cet été du tourisme en Abitibi-Ouest? Alors, il y a un paquet de nouveautés en Abitibi-Ouest. Il y a le Bédard qui va ouvrir prochainement. Il y a une nouvelle ferme qui va offrir des visites guidées. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il faut s'informer au Bureau d'information touristique de la SAR pour avoir tous les détails. Et quelle est l'importance de l'École Durand II dans le tourisme de l'Abitibi-Ouest et de la région en général, de toute l'Abitibi-Témiscamingue? Bien, écoutez, on est un musée agréé. On a travaillé très fort pour se professionnaliser, pour jouer dans la cour des grands, comme on pourrait dire. On est un tout petit musée, mais qui aime prétendre à qui a un peu des idées de grandeur. Donc, on veut vraiment se positionner en force dans le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, devenir un incontournable, une place à voir. L'Abitibi-Ouest, c'est pas plus loin qu'ailleurs. Il faut juste prendre le temps de venir, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et pour les gens qui vont venir cet été redécouvrir cette nouvelle exposition-là, est-ce que c'est complètement une nouvelle expérience qu'on vit? Bien, en fait, au niveau des animations, pour ceux qui ont déjà vécu les animations interactives, les animations sont encore là, mais elles sont différentes. Donc, ça va être vraiment des nouveaux personnages à découvrir, une nouvelle façon d'aborder les choses. Donc, il y a des animations les vendredis et samedis tout l'été à 14 h. Sinon, c'est possible de venir faire des visites guidées en tout temps à partir du 21 juin. On est ouvert 7 jours semaine. Eh bien, super, Rachel. Un gros merci et on vous souhaite beaucoup de monde cet été qui vont venir faire un tour à l'École Durand II parce qu'on invite les gens à la maison à venir cet été, comme tu l'as dit, vendredi, samedi. C'est à ne pas manquer. Toutes les nouvelles expositions sont à voir. Et je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ça. L'été, ça se passe en Abitibi-Ouest. Les Huskies de Rouyn-Noranda y vont pour du talent, de père en fils, et les Foreurs pigent en Abitibi. Les détails du repêchage après la pause au sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut GR, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'est maintenant l'heure de faire un retour sur le repêchage 2025 de la LHJMQ. Alexandre, il faut le dire, c'est un événement attendu au Centre Vidéotron de Québec. Absolument. Ils font ça en grand à Québec. Quoique cette année, c'était pas la plus excitante pour nos équipes de la région qui, à la base, ne repêchaient pas avant la deuxième ronde du repêchage. Mais en toute fin de première ronde, les Huskies de Rouyn-Noranda ont surpris tout le monde en procédant à un échange monstre pour aller chercher le 18e choix au total des Sea Dogs de Saint-Jean. Voici un résumé de la soirée. 4 choix pour un seul. Les Huskies ont payé cher leur droit de parole au premier tour du repêchage de vendredi soir. Pour le directeur général Yannick Gaucher, l'option de s'avancer pour repêcher son homme a toujours été dans les cartons. On cherchait à s'avancer, on l'avait déjà stipulé aux équipes, donc on voulait se préparer pour ça. Et puis, bien, ça prend quelqu'un pour danser. Donc, on a réussi à trouver une équipe. Puis, on était vraiment content d'acquérir ce joueur-là. C'est un joueur qui est dynamique. C'est un joueur qui est très, très intelligent sur la glace. Donc... Le joueur en question, Jaden Pomainville. Oui, le fils de Jason Pomainville, ancienne vedette de la LNH. Le petit ailier droit a obtenu 40 points en 42 matchs à sa saison recrue dans le M18-3. Bien, je suis vraiment honoré. C'est sûr que les Huskies, c'est une très belle organisation. J'ai de la misère à décrire les mots, comment je suis fier. Puis mes parents aussi, je les ai jamais vus autant contents. C'est sûr que ma touche offensive apparaît un peu plus. Mais je suis quelqu'un qui compétitionne tout le temps, qui aime ça être à l'aréna, qui aime ça s'améliorer, qui est respectueux avec tout le monde. Bien, c'est non négligeable, évidemment, comme background, mais
En fait, le jeune, c'est un passionné. On l'a rencontré hier en entrevue, puis il a vraiment bien fait ça. Du côté des Foreurs de Val-d'Or, pas de choix avant le 44e rang. C'est un peu tardif. Mais c'est pas à défaut d'avoir essayé de grimper. Maxime Desruisseaux, fidèle à son habitude, a été très actif sur le téléphone vendredi soir sans pourtant conclure de transaction. Hier, je ne le cacherai pas, je tapais du pied. J'avais de la misère à respecter notre plan de match parce qu'il y avait des bons joueurs, puis je voulais sélectionner, mais on cherche toujours une façon d'améliorer notre équipe, notre organisation, améliorer nos rangs, donner des meilleures opportunités à nos recruteurs de sélectionner des joueurs avec peut-être un petit peu plus de talent ou quoi que ce soit. Donc, c'est un défi. En tout, c'est 13 jeunes qui ont été sélectionnés par le Vert et Or et 13 sélectionnés par les Huskies. Les deux équipes sortent donc d'un repêchage somme toute tranquille, mais les yeux sont déjà rivés sur 2026, alors que nos deux équipes de la région possèdent une panoplie de choix dans les deux premières rondes. Et Alexandre, les clubs 3A de la région ont été quand même bien représentés. Oui, pas mal. C'est sûr qu'on est très loin des années de Nicolas Roy et des frères Lauzon, mais somme toute, 4 Forestiers et 5 Citadelles ont entendu leur nom être repêchés par une équipe de la LAJMQ. C'est d'ailleurs un meilleur score que l'an dernier. Pour les Forestiers, c'est le premier des joueurs qui a été appelé, c'est Benjamin Corso, a été réclamé au 82e rang quand même. Les 5 autres joueurs issus du M17 3A des Citadelles de Rouyn-Noranda ont d'ailleurs tous été repêchés par nos équipes de la région. Laroche, Bourque, Parent et Audet par Val-d'Or et Blais par Rouyn-Noranda. Pour le directeur général des Foreurs, c'est important de piger dans le talent local quand on en a l'occasion. On peut l'écouter. Les gars le méritaient. Les gars qu'on a draftés le méritaient à 100 000 $. Ils méritaient d'être sélectionnés là. On les a pas sélectionnés parce que c'est des gars de la région. Ils méritaient d'être sélectionnés, mais en plus, nous, c'est important d'avoir au moins un gardien, un défenseur, un attaquant qui joue pour les Forestiers. Puis, sans dire que c'est notre club école, mais on veut avoir des gars qui jouent là, puis ça, c'est extrêmement important pour nous. Je te dis pas que ça va arriver à tous les ans. Regarde, on aimerait ça le faire à tous les ans. Il y a peut-être des années que ça ne fitera pas. Cette année, ça fitait. Voici donc qui met officiellement fin à la saison 2024-2025 de la LAJMQ, mais les vacances seront toutefois de courte durée. Les camps d'entraînement débutent déjà au début du mois d'août. On sera là pour couvrir tout ça. Merci, Alexandre. Au revoir. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Bien, c'est une semaine sous la pluie qui nous attend. Parapluies et imperméables sont au menu cette semaine. Pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, c'est généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, un minimum de 12. Au Témiscamingue, même chose, avec risque d'orage au cours de la nuit. Demain, c'est toujours des averses avec un risque d'orage également, maximum 17 en Abitibi et de 15 au Témiscamingue. Un petit aperçu pour mercredi, eh bien, c'est encore des averses, maximum de 21 degrés Celsius. Et un petit mot en terminant pour vous dire que plus de 221 000 $ ont été amassés samedi lors du défi I Am Gold qui vient en aide au comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et nous, on se retrouve demain.